Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans cet atelier dédié au logement. Plus précisément aujourd'hui, il sera question de la rénovation thermique de l'habitat. Un sujet dont les enjeux économiques et écologiques en font une des priorités du plan de relance. L'État prévoit d'avoir rénové d'ici 2028 les 7 à 8 millions de ce qu'il est communément admis d'appeler des passoires thermiques, un chantier colossal qui peine à atteindre ses objectifs. Alors, comment accélérer la rénovation thermique de l'habitat et si la massification des travaux de rénovation était la solution? La massification, c'est-à-dire l'industrialisation des projets de rénovation, c'est une démarche nouvelle qui a vu le jour il y a quelques années maintenant aux Pays-Bas, sous une méthode que l'on nomme Energiesprong, dont vous avez certainement entendu parler. Cette approche nouvelle arrive en France et parmi les pionniers figure l'Est Métropole Habitat, l'organisme HLM rattaché à la métropole de Lyon. L'EMH a engagé le plus grand chantier de réhabilitation thermique jamais réalisé en Europe avec cette méthode tout à fait innovante. Ils ont osé la rénovation massive. Ils nous racontent aujourd'hui pourquoi ils ont fait ce choix, quels en sont les atouts, mais également les freins pour en faire une approche systématique des futurs projets de réhabilitation. Pour parler de ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir en duplex de Lyon Céline Reynaud. Bonjour madame, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Alors Céline Reynaud, vous êtes directrice générale d'Est Métropole Habitat, que nous nommerons peut-être entre nous EMH. Et nous accueillons également Olivier Mazodou, vous êtes chargé de développement territorial pour la métropole de Lyon. Bonjour monsieur Mazodou, soyez le bienvenu. Bonjour à tous. Alors, vous qui nous regardez pendant ces échanges, vous aurez également la parole. Comment? Eh bien, tout simplement en posant vos questions. Pour ça, rien de plus simple. Vous avez à droite de l'écran une bulle conversation. Il vous suffira d'y déposer vos questions. Et mes invités et moi-même nous ferons un plaisir de vous répondre d'ici une quinzaine de minutes. Enfin, est également avec nous sur le plateau un facilitateur graphique, il s'appelle Frédéric de Bailleul et il va concevoir pour nous un dessin unique qui cristallisera, j'ai envie de dire, la quintessence, le message clé de nos échanges. Alors nous suivrons son travail, il vous salue, on le salue également, nous suivrons son travail et nous découvrirons son dessin en toute fin d'atelier. Alors pour ouvrir cet entretien, Céline Reynaud, c'est à vous que je m'adresse. J'aimerais que vous nous fassiez un état des lieux du parc à rénover, que vous nous expliquiez quels étaient les objectifs et les principaux défis. Alors le patrimoine dont on parle aujourd'hui, c'est un quartier de logements sociaux sur la commune de Vaux-en-Velin, situé sur la métropole du Grand Lyon, quartier du Mas du Taureau assez emblématique du quartier de grands ensembles. C'est une résidence de 1000 logements, que l'on appelle Noiret de Grandbois. 1000 logements que l'on a acquis il y a quelques années maintenant auprès de deux confrères OPH, en sachant que Est Métropole Habitat est le bailleur majoritaire de la commune de Vaux-en-Velin, et donc nous souhaitions sur cette commune et sur ce quartier en particulier faire une opération emblématique de réhabilitation. Ces 1000 logements dont nous parlons aujourd'hui se composent de tours et de bars, entre des bâtiments de R+7 à R+15, donc avec une problématique de grande hauteur, vous l'aurez compris. Et peut-être pour compléter, vous dire que ce n'est pas tout à fait des passoires thermiques au sens où l'État les entend aujourd'hui, puisque c'est des logements qui, avant réhabilitation, avaient une étiquette énergétique D. Les objectifs de la réhabilitation thermique, ils étaient initialement deux objectifs principaux que l'on a, nous les bailleurs, tous quand on réhabilite. Le premier, c'est de faire baisser les charges de nos locataires avec une cible pour nous à hauteur de 30% de moins de charges de chauffage. Et puis une problématique plus générale qui est comment à notre échelle on peut contribuer finalement à baisser notre empreinte carbone dans le monde, un objectif assez ambitieux. Donc ça, c'était les deux premiers objectifs. Et puis, c'est rajouté avec le temps ce troisième objectif autour de la massification avec l'idée d'utiliser des matériaux biosourcés. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes engagés dans la démarche d'Energisprong dit compatible pour faire passer nos logements d'une étiquette D à une étiquette B. Donc on l'entend, trois objectifs, la maîtrise des charges, la performance thermique et énergétique et la massification couplée à l'utilisation de matériaux biosourcés. Alors, un mot, qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas de la massification, Céline Reynaud ?
Alors, premier objectif, c'est que nous avons contractualisé avec notre collectivité de rattachement, donc la métropole du Grand Lyon, des objectifs de réhabilitation ambitieux. Donc, nous avions nécessité d'avoir un effet volume dans nos réhabilitations. Deuxième objectif, deuxième idée de cette massification, c'est finalement l'idée de prendre à bras le corps ces enjeux on va dire ces enjeux climatiques et environnementaux qui nous font aujourd'hui souci à tous collectivement, et donc avec ce souhait d'accélérer un peu les choses dans notre politique de réhabilitation. Et avec ces deux réflexions, finalement, la massification est apparue comme une solution permettant à la fois de conduire une réhabilitation plus rapide que des opérations dites traditionnelles. Donc ça, c'est pour l'objectif, on va dire, macro. Et puis, à l'échelle de nos locataires, c'était aussi une idée de limiter substantiellement les nuisances de la réhabilitation, parce que l'on sait que pour nos locataires qui habitent dans les logements pendant qu'on les réhabilite, c'est des nuisances sonores, c'est des nuisances en termes de temps aussi, puisque les réhabilitations s'étalent souvent dans le temps. Donc l'idée, c'était effectivement de répondre à ces objectifs d'aller plus vite. Donc, on s'est dit qu'effectivement, il fallait réfléchir à une autre méthode, d'où la méthode d'énergie strong compatible. Et nous nous sommes lancés dans cette démarche, dans cette aventure. Et comme vous le disiez, c'est une aventure un peu unique en son genre, puisque la première à cette échelle au niveau de l'Europe et du coup de la France. Donc, on a dépassé aujourd'hui le stade de l'expérimentation, puisqu'on est en cours de livraison de cette opération. On est même en train de travailler sur le retour d'expérience de cette opération, avec déjà l'objectif de dupliquer cette opération sur une autre collectivité, une autre ville de la métropole de Lyon, autour de 900 logements que l'on va lancer en travaux dans les prochains mois. Alors justement, vous l'expliquiez, vous êtes quasiment en cours de livraison. Pour que notre audience prenne bien la mesure de l'envergure de ce projet, je vous propose de commenter les quelques images qu'on va diffuser ensemble, qui sont des images qui ont été prises pendant la réalisation des travaux. Je vous laisse nous expliquer ce que nous voyons là. Alors, ce que vous voyez là, c'est la pose des panneaux donc à ossature bois, des façades à ossature bois, pardon, donc qui sont en cours de pose sur une barre du quartier Honoré-de-Grandbois. Donc, il faut savoir que l'on a réhabilité, parmi les 1000 logements, on a réhabilité 420 logements, un peu plus de 420 logements selon cette technique. Les autres étant réhabilités selon une technique plus traditionnelle d'isolation thermique par l'extérieur. Ces panneaux, donc, ont la particularité d'avoir été préparés, industrialisés, en usine, et ensuite apportés sur site et posés par la société, en l'occurrence la société Arbonis, filiale de Vinci Construction France, qui est basée en Saône-et-Loire, avec qui nous avons travaillé sur cette opération. Et ces façades, en fait, sont posées, vous l'avez vu, dans un effet seconde peau sur le bâtiment. Voilà. Et puis je dis aussi que les matériaux en fait que constituent ces panneaux préfabriqués sont des matériaux biosourcés, donc faits à la fois de bois et de plastique recyclé, donc qui constituent la partie isolante des façades. Alors, une petite précision, vous nous avez expliqué évidemment l'intérêt, les intérêts étaient multiples, aller plus vite, avoir cette démarche éco-responsable qu'on voit avec ces matériaux biosourcés, infliger la gêne la plus faible possible aux habitants des immeubles. Parmi les autres atouts, il y a évidemment l'économie en termes d'énergie. On passe de quelle étiquette à quelle étiquette? Vous nous disiez qu'on était sous une étiquette D. À la fin des travaux, quelle sera la nouvelle DPE? Alors, donc on est effectivement sur une étiquette initiale D qui sera B à la fin des travaux, donc qui va être incessamment sous peu à la fin des travaux. Donc on est sur un label BBC Effinergie Rénovation, donc bâtiments basse consommation, donc qui vont améliorer significativement les performances énergétiques du bâtiment et réduire les charges de chauffage de nos locataires de l'ordre de 30%. Ça, ce sont les bureaux d'études techniques qui nous l'ont dit. Donc effectivement, le principal, c'est un des enjeux importants pour nos locataires. Et je le disais aussi, associé à une réduction assez significative des nuisances, puisque effectivement, en termes de temps, il faut savoir que l'on a réduit drastiquement les délais de ce chantier, puisqu'on est passé de quasiment 3 ans, voire 3 ans et demi pour ce type de chantier, à un peu plus de 1 an et demi.
crise sanitaire comprise, hein, puisque les travaux ont débuté toute fin 2020. Donc c'est presque une prouesse que nous avons réalisée. On peut parler de prouesse, je dirais une prouesse. Moi, je pense que c'est pas presque une prouesse, c'est une vraie prouesse. Gentil, bravo. Effectivement, avec la crise sanitaire, on a maintenu l'objectif et on s'en félicite aujourd'hui et nos locataires s'en félicitent. On peut l'entendre. Alors, quand on regarde ces images, ça a l'air d'une simplicité déconcertante. C'est presque un jeu de construction géant. On découpe les façades en 3D quelque part avec un partenaire. On vient les installer avec des grues. On sait que derrière, c'est énormément de travail. J'aimerais que vous reveniez justement sur les différentes étapes d'un projet comme celui-là, avant évidemment cette étape de pause qui arrive en toute fin. Comment on construit un projet comme celui-ci? Quelles sont les premières étapes? Alors c'est un projet effectivement qui se construit finalement beaucoup en amont et très peu sur le temps de chantier, vous l'avez dit. On est sur une phase d'étude particulièrement longue, hein, puisqu'elle a duré presque 3 ans. Donc avec un gros travail des équipes internes d'Est Métropole Habitat, mais aussi avec un certain nombre de bureaux d'études avec lesquels nous sommes associés. On a monté ce projet en conception-réalisation, donc avec une entreprise générale qui devait s'associer avec 4 équipes de maîtrise d'œuvre, pardon. Donc ça, c'était aussi un souhait que l'on avait manifesté pour éviter d'uniformiser la réponse technique. Donc ça, c'est effectivement tout le travail amont qui a été réalisé. Et puis, on a relevé quelques défis hein, à ce stade des études. J'en soulignerai 3. Le premier, c'est l'obtention d'ATEX. Alors, les techniciens comprendront ce que je veux dire. Hein. C'est toutes les normes auxquelles on doit faire... on doit cocher, enfin toutes les cases qu'on doit cocher, pardon, quand on fait des procédés constructifs innovants et nouveaux. Hein. Donc là, c'est effectivement avoir l'accord du CSTB pour fixer nos panneaux sur des immeubles de grande hauteur. Et je le disais, ça ne s'était jamais fait ni en France ni en Europe. Donc un gros travail pour obtenir ces ATEX. Deuxième défi technique, c'est le fait de clipser les panneaux préfabriqués sur les façades. Alors effectivement, vous l'avez dit, on a l'impression que c'est très très simple. Oui, c'est du Lego. C'est très simple, c'est du Lego. En fait, pas tout à fait. Il y a un petit travail en amont à faire, et notamment pour une raison tout à fait simple, c'est qu'en fait, on croit qu'on est sur des grands ensembles qui se ressemblent tous, et en fait, pas du tout. Tous les immeubles, toutes les façades ont à quelques, des fois, centimètres ou mètres près, des épaisseurs, des constitutions qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et donc il y a nécessité de travailler sur les fixations qui vont permettre de clipser ces panneaux préfabriqués. Donc un gros travail aussi d'analyse des bâtiments, donc avec notamment la technique du BIM. Et puis troisième enjeu important pour nous, c'était la nécessité de faire une opération qui aurait une potentialité de réplication. Donc on l'a tout de suite conçu comme ça, cette opération, en se disant qu'on ne souhaitait pas faire une opération one shot, pour prendre un terme anglais. C'était plutôt l'idée de dire comment on allait faire de cette expérimentation quelque chose de plus durable et de réplicable au sein de notre patrimoine. Donc on a aussi travaillé sur des dossiers de consultation, des dossiers de maîtrise d'œuvre qui avaient vocation à être réutilisables. Alors, une question justement, vous avez parlé de la constitution des équipes. Est-ce que ça a été difficile de trouver des partenaires capables, dimensionnés pour vous accompagner dans un projet comme celui-ci ? Alors, écoutez, on a eu plutôt une appétence de l'ensemble des entreprises sur ce type de projet qui était novateur. Donc, les entreprises sont toujours motivées pour ce genre de choses. On a été aussi accompagné par Greenflex, l'association qui porte effectivement cette démarche Energy Strong en France, pour justement mobiliser un réseau de partenaires autour de ce dispositif. Voilà, donc on n'a pas eu, si vous voulez, de difficultés pour trouver des acteurs. En revanche, on a été très attentif à bien les sélectionner. Je parlais notamment tout à l'heure des maîtrises d'œuvre, avec ce souci de dire qu'on ne souhaitait pas une maîtrise d'œuvre unique sur les 1000 logements, avec comme risque de reproduire finalement des grands ensembles uniformes et standardisés. Voilà, massification ne rime pas avec standardisation. C'est un point important. Et sur le petit dessin qu'on vient de voir, on voit les immeubles qui disent « et moi », parce qu'on l'entend, il y a tout à gagner à utiliser ces processus-là. Voilà, donc effectivement un enjeu sur les maîtrises d'œuvre et puis un enjeu aussi
à trouver des partenaires capables d'être un partenaire, j'allais dire, sur 1000 logements réhabilités, hein, ce qui n'est pas rien. Et donc là aussi avec un enjeu pour nous maîtres d'ouvrage, mais aussi pour nos entreprises partenaires dans la constitution de ce qu'on appelle aujourd'hui des filières, à savoir comment ils peuvent nous accompagner dans le long terme et sur des volumes de logements importants. Donc là, je le rappelle, on est sur une opération de 2000 logements. 1000 logements et vous parliez de 900 logements à venir. Olivier Mazodou, c'est à vous que je vais m'adresser sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est cher à la Banque des Territoires sur ce thème de la massification. On l'entend, il s'agit de trouver des acteurs capables de fournir de grands volumes, des volumes adaptés. On parle d'un enjeu de filière lié à la massification. La massification pourrait créer de nouvelles filières. J'aimerais avoir votre avis expert sur ce sujet. Est-ce qu'on peut vraiment envisager la création d'une filière dédiée? Oui, alors merci pour votre question, Elsa. Effectivement, non seulement c'est envisageable, mais en plus c'est vraiment souhaitable. La Banque des Territoires est bien dans son cœur de métier, dans la structuration de marchés naissants, alors au travers de l'ensemble de ses missions d'ailleurs, hein, qui vont bien au-delà du financement du logement social. Et donc c'est tout à fait vertueux, nous y mettons beaucoup d'énergie. Nous expérimentons aujourd'hui la démarche sur un territoire dédié, les Pays de la Loire, avant de l'étendre avec justement cette ambition de peser dans la structuration de cette nouvelle filière qui poursuit, rappelons-le, un objectif important d'intérêt général. Alors, qu'on comprenne bien juste la notion de filière, quels seraient les principaux acteurs de ces filières? Comment elles se dessinent? Vraiment en quelques secondes qu'on comprenne quels sont les enjeux. Alors la filière, c'était évidemment tout un tas d'acteurs. Les premiers acteurs, ce sont l'ensemble des opérateurs qui vont mettre en œuvre ces différents outils, donc l'ensemble des différents bailleurs sociaux qui vont utiliser des techniques, des procédés, et donc l'ensemble de la filière ensuite qui va venir structurer donc l'ensemble de ces nouveaux procédés, l'ensemble des entreprises qui vont construire vraiment donc les différentes nouvelles techniques donc de bâti, etc. Donc ça va vraiment de la production jusqu'à la conception-réalisation, donc voilà, sur l'ensemble de la filière du début à la fin. Donc de belles perspectives d'évolution si la massification arrive à prendre de l'ampleur. Céline Reynaud, la Banque des Territoires est un de vos partenaires financiers. Ça nous amène forcément à la question du coût d'une opération comme celle-ci. Nous ne l'avons pas abordé. La massification, ça coûte forcément plus cher. Alors la massification, ça coûte effectivement plus cher. La massification, ça coûte, alors pour je vais vous citer les chiffres hein, sur l'opération Noiret-Gambois, donc l'opération dont on parle aujourd'hui. Donc le surcoût hein, par logement induit par la massification, pour 42%, je le dis, hein, je l'ai dit tout à l'heure, d'industrialisation sur cette opération, c'est 4 600 € par logement. Oui. Et 7 200 € par logement si on avait projeté finalement, si on avait réalisé l'ensemble de la réhabilitation avec une massification sur l'ensemble des logements. Alors je précise simplement, c'est important, ça veut dire que la massification, ça ne se limite pas à l'isolation des façades. Il y a des projets de massification qu'on a pu voir à l'étranger notamment, où c'est l'intégralité du logement qui est rénové de cette même façon, c'est-à-dire avec une approche globale. Je ferme juste la parallèle. Mais là, je suis uniquement sur la partie extérieure. Si on avait traité effectivement l'ensemble de Noiret-Gambois hein, en façade préfabriquée, on aurait eu un surcoût de 7 200 € par logement. Et j'indique à tout le monde que le coût de cette opération, c'est 26 000 € par logement. Donc, on a une augmentation quand même significative du coût hein, de la réhabilitation liée à la massification. Et on a vraiment ciblé sur cette opération Noiret-Gambois l'enveloppe thermique avec un petit peu de travaux dans les logements, mais finalement assez peu. Hein. La clé d'entrée, c'était vraiment le traitement des façades et, j'allais dire, de l'enveloppe au sens général, fenêtre, façade. Donc, un surcoût quand même assez important à prendre en compte. Et un surcoût qui peut-être, on le souhaite, et on en dira quelques mots, va tendre à diminuer si jamais l'effet levier se produit sur des opérations que vous allez renouveler. Je m'adresse à vous, Olivier Mazodou. En quoi le financement de ce type de projet, pour ne pas dire d'expérimentation, s'inscrit-il dans la mission même de la Banque des Territoires? J'aimerais avoir votre regard
Alors, bien sûr, une des missions centrales de la Banque des Territoires, c'est le financement du logement social. Donc, la Banque des Territoires, elle va exercer cette mission avec des outils différents, des produits différents, qui ont des conditions différentes en fonction de l'objectif recherché ou du public visé. Alors, c'est important car certains outils de financement coûtent au fonds d'épargne. Mais ces outils, ils relèvent d'un objectif de politique publique qui est tant vertueux que ce coût, il est assumé parfaitement comme relevant de notre mission d'intérêt général. C'est vraiment une spécificité de la maison. Et donc, c'est typiquement le cas de l'éco-prêt qui demain nous permettra de financer la massification de la rénovation. Donc, l'offre de la Banque des Territoires, c'est une offre évolutive. Alors, c'est très délicat parce que c'est de l'épargne des Français qu'il s'agit et donc nous sommes très précautionneux dans l'utilisation et dans la bonne adéquation avec cet objectif d'intérêt général, donc de l'utilisation que nous faisons bien sûr de l'épargne des Français sous le contrôle de l'État. Mais la massification, on l'a dit, elle coûte cher, mais elle est efficace. Et donc, c'est bien parce qu'il y a ce double enjeu qu'il nous faut, nous, chercher à adapter notre offre de prêt, donc notamment, et c'est ce que l'on est en train de regarder actuellement, en augmentant le forfait de l'éco-prêt par logement. Et donc, c'est une nouvelle offre qui devrait sortir là dans les toutes prochaines semaines. Merci pour cette précision, Olivier Mazodou. Alors, en conclusion, on peut se poser la question de comment capitaliser sur cette première expérience et créer, on peut le penser, un effet d'entraînement auprès d'autres bailleurs. Céline Reynaud, est-ce que vous pensez… Alors déjà, peut-être trois idées. La première, c'est de dire que effectivement cette opération pour nos partenaires financeurs, elle a montré toute son efficacité. Donc, on a eu sur la métropole de Lyon la chance d'être aussi financé par la métropole de Lyon qui a abondé à hauteur de la subvention ANRU. Donc, ça veut dire qu'effectivement, l'effet d'entraînement, il va aussi venir des collectivités et de nos partenaires financeurs qui vont pouvoir nous aider à compenser ce surcoût lié à la massification. Peut-être deuxième idée, l'effet d'entraînement, il va venir de la capitalisation et finalement du retour d'expérience que nous allons faire avec nos partenaires, que ce soit donc les maîtrises d'œuvre, l'entreprise générale avec qui nous avons travaillé, les différents bureaux d'études. Et finalement, ce qui va être important dans cette opération, c'est de voir dans quelle mesure on va pouvoir la reproduire sur d'autres opérations et identifier ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et ce qu'il faut améliorer pour justement être dans un cercle vertueux de réplication de cette opération. Et puis, troisième idée, c'est le souhait que nous avons à Est Métropole Habitat de faire bénéficier alors, à nos partenaires financeurs et peut-être plus largement à nos collègues bailleurs de notre expérience, donc de partager de manière assez ouverte les choses positives que l'on a vécues dans cette opération. Je vous l'ai indiqué, c'est beaucoup de travail en amont qui demanderait probablement à ne pas être reproduit par l'ensemble des bailleurs. C'est l'effet pionnier, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses que vous avez partagées. Ce serait de partager effectivement ce que l'on a acquis avec cette opération dans un souci de bien public finalement, puisque en tant qu'acteur public de l'habitat, je crois que nous avons une certaine responsabilité en la matière de partager ce que nous avons fait avec cette opération. Nous l'entendons et c'est tout à votre honneur. Olivier Mazodou, comment la Banque des Territoires entend capitaliser sur cette première expérience ? Alors, bien sûr, il y a toute la dimension nationale de cette expérience et donc c'est tout l'enjeu autour de cette nouvelle offre de prêt que nous essayons de constituer pour y répondre avec le plus de pertinence possible. Mais ne serait-ce qu'au niveau local, il me semble que cet exemple doit être pédagogique et le volontarisme du bailleur, qu'il faut saluer d'ailleurs, doit trouver son écho et essayer de faire tache d'huile, ne serait-ce que sur notre territoire. Et donc, sur ce sujet, on va essayer de diffuser donc cette bonne pratique auprès de l'ensemble des bailleurs et on est en train d'instruire l'éventualité d'un cofinancement pour une étude d'opportunité au niveau donc de l'association locale, de l'association régionale, donc de l'ensemble des bailleurs pour essayer à la fois de faire connaître cette pratique mais de mesurer le besoin donc sur le territoire. Bien sûr, il y a un objectif quand même global, un objectif à terme qui dépasse l'ensemble de ces enjeux qui sont des enjeux un petit peu plus territoriaux, c'est vraiment d'aller chercher de l'effet levier pour diminuer les coûts et pour permettre des économies d'échelle, pour faciliter la mise en œuvre du bon financement, disons, des opérations de réhabilitation. Ça, c'est vraiment l'objectif central. C'est vraiment l'enjeu, oui.
Voilà, on l'a entendu, c'est l'effet levier. Pour que la massification fonctionne, il faut évidemment que la massification ne soit pas à l'échelle d'un bailleur, mais qu'elle devienne une sorte de règle en termes de rénovation de nombre de logements aussi important que le projet que nous venons de voir. Je vous propose maintenant de prendre quelques-unes des questions qui nous ont été envoyées. Nous serons assez rapides, malheureusement le temps nous manque, mais je vous propose quand même de vous donner la parole. Alors, Céline Reynaud, j'ai une question à votre attention. Il s'agit d'une question technique, si vous m'entendez, si la connexion est toujours établie. Mince. Oui. Non, une question technique, mais je suis sûre que vous aurez la réponse. On nous demande si la technique utilisée est donc bien compatible avec les immeubles de grande hauteur. Il me semblait pourtant que ce n'était pas le cas. Quelqu'un pensait qu'on ne pouvait pas utiliser ce type de pratique sur les immeubles de grande hauteur. Alors, est-ce que vous avez innové aussi en la matière, ouvert la voie? Alors, la preuve que si, puisque nous l'avons fait. Tout à fait. Donc, c'est effectivement ce que j'indiquais dans la présentation tout à l'heure, c'est qu'il nous a fallu, en revanche, déployer beaucoup d'énergie et d'études pour justifier de cette possibilité auprès du CSTB. Donc effectivement, parce que la technique est particulière sur des immeubles de grande hauteur. Alors il y a tout là, je vous expliquerai pas concrètement exactement à quoi il retourne, mais j'ai compris qu'il y avait des histoires de prise au vent notamment. Mais en tout cas, il nous a fallu effectivement démontrer cette possibilité au CSTB et nous avons eu les fameux ATEX qui nous ont permis d'utiliser ces techniques, y compris sur les tours. Donc, ce que nous pouvons dire comme réponse, c'est qu'avant vous, effectivement, ce n'était pas possible parce que ce n'était pas fait. Donc, ça a été le fruit de beaucoup de recherches de votre part. Donc, la question est oui, c'est désormais possible et ce, grâce à EMH, et ça mérite d'être souligné. Une toute dernière question. Un des internautes nous demande... Madame, votre expérience est intéressante. Est-ce que vous avez des éléments sur les obstacles, limites que vous avez eues sur l'utilisation des matériaux biosourcés? Des limites qui peuvent être réglementaires, économiques, psychologiques, pourquoi pas? Alors, économique, oui, forcément, je vous le disais, c'est la question du surcoût. Puisque dans le surcoût constaté de cette opération, alors j'ai pas le détail du surcoût par poste, mais il y a forcément aussi une partie de ce surcoût qui est liée à l'utilisation de ces matériaux biosourcés. Psychologique, non. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu de retour de cette nature-là de la part ni de nos locataires ni des partenaires financeurs. C'est plutôt quelque chose qui a suscité de l'intérêt. Et qui en suscite de plus en plus d'ailleurs, puisqu'on a des partenaires maintenant financeurs qui nous demandent si nous utilisons ces techniques-là. C'est le cas notamment de la métropole du Grand Lyon qui va, dans ses dispositifs de financement de réhabilitation, inclure une majoration, il me semble, autour de ces matériaux-là. Donc non, pas à part l'effet effectivement économique sur du surcoût, je n'ai pas en tête de frein à ce stade. Après, il va falloir effectivement mesurer l'effet par les mesures de température et dans le temps de ces matériaux. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore ce retour d'expérience. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui et d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci Olivier Mazodou également pour votre expertise et vos témoignages. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous propose de nous quitter avec le dessin qui cristallise nos échanges de cet après-midi. Alors on le voit, la massification, c'est un gage d'efficacité. La massification ne rime pas avec standardisation. On retiendra également qu'il y a un effet levier que nous attendons tous de ces premières expérimentations pour que demain, la massification devienne presque la règle pour ces travaux de rénovation de grande ampleur. Merci infiniment à tous de votre écoute. Je vous propose maintenant de rester avec nous quelques minutes pour un moment de détente que vous propose la Banque des Territoires. Profitez de cette pause. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres ateliers. Au revoir. Bonjour, 2 minutes et demie d'automassage, allons-y. Donc on se frotte les mains vigoureusement, c'est pour l'énergie, pour avoir des mains toniques. L'autre côté,
Voilà, ça fait vraiment... N'hésitez pas, hein, vous ne faites jamais mal. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va se frotter les mains pour la chaleur, pour qu'il y ait plus de sang. Encore une fois, pour avoir des mains efficaces. On va partir sur les trapèzes, la main posée. Et là, on attrape les muscles profondément et on tire vers l'avant. Profondément, on tire vers l'avant. C'est la pression contre les tensions. Les plutôt. Ah, ça fait du bien là. Vraiment, là, c'est là qu'on a mal en fait. Je vais me tourner pour vous montrer les points qui sont les plus relaxants. Donc le trou occipital et toute la crête, mais surtout le trou là. Voilà. Parfait. Continuez, continuez. N'ayez pas peur de faire de la pression. Et maintenant, tout le crâne. Tout le crâne, c'est facile, ça se voit. Ça fait du bien, ça détend vraiment, surtout après une journée au travail. Maintenant, c'est au-dessus des oreilles. Au-dessus des oreilles, je vous montre un peu mieux. Voilà, vous effectuez un ovale. Il y a beaucoup de points d'acupuncture dans cette zone. Idem, la pression, continue à appuyer fortement, sans vous faire mal, hein, bien sûr. On y va. Maintenant, je vais encore chauffer les mains pour poser mes yeux fermés sur celle-ci. Ça permet de les détendre. Excellent. Après une journée de travail devant l'ordinateur, on peut continuer l'opération plusieurs fois. Allons-y. Et voilà, le sur, les sinus, on les prend et on met sur les tempes. Sinus un peu plus haut, hop, sur les tempes. Ça, c'est contre les maux de tête. J'espère que cela vous a fait du bien. Merci.